Permettez-moi de vous dire que dans mon intervention, il n'y a pas d'analyse en noir et blanc. Ce matin, il y a eu des réactions. Il n'y a pas d'un côté les gentils et d'un côté les méchants. Si on regarde que dans une direction, ça revient à réduire, je dirais, la compréhension du phénomène de radicalisation. On rêve toujours, je dirais, dans un sens, c'est celui de réformer l'autre. On veut tout savoir aujourd'hui du comment pour ne rien savoir finalement sur le pourquoi. On s'en prend souvent aux conséquences et jamais nous nous interrogeons sur les causes réelles et profondes. À un moment donné, nous avons besoin de savoir, de comprendre pourquoi les jeunes choisissent une identité clivante. Quelles sont les causes finalement de ce basculement? Pourquoi quelqu'un va dans un registre religieux choisir une orientation, une interprétation, une position plus qu'une autre? Il y a plusieurs raisons qui expliquent les mécanismes de la radicalisation que je voudrais peut-être, si le temps me le permet, développer, qui peuvent être d'ordre bien sûr historique, politique, religieuse, social, économique, identitaire et psychologique. Pourquoi est-ce qu'on échoue aujourd'hui sur la question de la radicalisation? Les chiffres et les témoignages nous indiquent finalement que c'est parfois un échec, même s'il y a quelques petites réussites. Mais je crois que la formulation, comme on l'a entendu, elle est importante. On peut parler de radicalisation, mais peut-être aussi parler peut-être de cet extrémisme violent. Et je dirais que la radicalisation, je la retrouve dans d'autres formes et dans d'autres confessions aussi. Elle n'est pas forcément d'ordre uniquement religieuse. Effectivement, le dogme religieux peut produire, je dirais, des modes d'appropriation du politique extrêmement diversifiés. Mon devoir est d'analyser et de comprendre cette machine qui fabrique de la radicalisation, qui fabrique des individus qui se sentent à l'aise dans une posture sectaire, clivante, binaire, je dirais dans le rejet de l'autre. On voit bien avec le témoignage de Mourad que du 11 septembre au 13 novembre, on est dans une continuité historique. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'analyse de l'extrémisme violent en se dédouanant en même temps d'un passif. Donc permettez-moi de revenir à l'histoire. La blessure de l'ère coloniale, la fracture, je dirais, sociale, et en même temps, on ne peut pas nier l'histoire de certains drames partagés, les traumatismes de l'ère coloniale, la guerre d'Algérie. Mais nous avons besoin de traiter aujourd'hui sereinement le passé, avec ses ombres et avec ses lumières. Et au lieu de refouler, de renier son histoire en nous laissant enfermer, je dirais, dans cette dialectique de la culpabilisation et de la victimisation, parce que le discours dominant aujourd'hui ne parle que des ordres du passé, et c'est ce qui nous empêche, et ce qui empêche, je dirais, cette jeunesse de s'inscrire aujourd'hui dans le présent, dans la réalité, et de se produire finalement, de se produire dans le futur. Cette haine, elle est transmise, on le voit bien, comme une malédiction génétique de génération en génération. Sur un plan politique, sur la question de l'intégration et de l'immigration, la non-cohérence, malheureusement, des différents politiques qui vont se succéder, qui ne vont jamais traiter cette question d'intégration et d'immigration d'une manière sérieuse. On rajoute à cela la fracture coloniale. Avec les années, il y a cette massification du chômage, le déficit de la sécurité sociale, le voile au lieu de tomber va dévoiler malheureusement d'autres problèmes, et on se réveille toujours tardivement sur cette question de l'immigration. Le mal-être de nos banlieues, on n'en parle pas. Les explosions, en les citant, on les met de côté, et le conflit israélo-palestinien, cette translation, cette identification qui est à la fois politique et sociale de ces jeunes qui se sentent aussi comme ça. Et l'humiliante guerre du Golfe, on n'en parle pas. Les malheureux attentats, l'exacerbation des politiques impériales, l'espace de contestation dans les pays arabes qui aujourd'hui malheureusement se réduisent de plus en plus face à ces dictateurs sans frontières. Cette militarisation aussi de la diplomatie pétrolière, la dégradation des mécanismes du vivre ensemble, ou peut-être qu'il faudrait qu'on parle aussi, peut-être au lieu de parler du vivre ensemble, il faudrait qu'on parle aussi du libre ensemble. La radicalisation, elle est en partie le produit d'un dysfonctionnement majeur, parfois d'une politique extérieure occidentale. Le djihadisme, la radicalisation, peut avoir comme dénominateur commun parfois une ingérence extérieure. On ne peut pas faire ce que l'on veut en Irak, en Syrie, et croire tranquillement qu'ici c'est Disneyland, il n'y a rien qui va se passer. Certaines expressions de radicalisation sont parfois une intervention extérieure utilisée à des fins géostratégiques. Il y a des erreurs répétées. Le bourbier irakien, libyen, aujourd'hui c'est le bourbier en tout cas syrien. Et il y a une cécité en Occident à répéter les mêmes erreurs. Si vous exercez contre moi, et on l'a entendu, un certain coefficient de violence, si je me sens maltraité, humilié, rejeté, catégorisé, ostracisé dans mon groupe d'appartenance,
Je vais chercher ce qui va me permettre, le cas échéant, de légitimer la contre-violence que je vais exercer finalement. On ne dit pas, mais 60% des leaders de Daesh sont quand même passés par une prison qu'on n'appelle pas la burqa, mais qui s'appelle Buqa, où ils ont été, et on l'a vu des images tout à l'heure, mais qui nous parlent bien de cette réalité. La plupart des leaders de Daesh, 60% parmi eux, ont été violentés, torturés, physiquement, psychologiquement. Il y a eu quand même vis-à-vis d'eux des comportements qui sont inhumains. Ils ont légitimé cette contre-violence face à la violence subie, et cette radicalisation s'est développée. Dans le mécanisme de radicalisation, elle est légitimée par cette globalisation, je dirais, du ressentiment, ajoutée en même temps aux souffrances de leurs coreligionnaires. Ça amène un coefficient malheureusement explosif. Ce matin, on a parlé de la dimension religieuse. Je ne peux pas en faire l'impasse. Il y a un fait que l'on ne peut pas nier. Il y a une question religieuse réelle. Il y a des lectures, nous dit-on, qui sont différentes. Mais alors, il faut qu'on se mette d'accord sur quelle lecture elle est bonne. Il y a des gens qui sont dangereux dans leur lecture, dans leur interprétation des textes coraniques. Cela s'additionne à une lecture littéraliste et on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, de la question religieuse. Le droit, je dirais, de chaque être humain de vivre sa religion doit être respecté universellement. Et dans ce sens, pour moi, l'islam, qui est la seconde religion de France, mérite aussi le respect. Mais si une religion, quelle qu'elle soit, ouvertement pousse au crime, à la coercition, et n'est plus pour moi un système religieux, mais c'est un système à ce moment-là qui est criminel. La France comme l'Europe, aujourd'hui souffre. La France pense ses plaies, mais la France ne peut pas rester plongée dans un deuil léthargique émotionnel. Elle doit se redresser et affronter cette réalité de l'islamisme qu'elle a trop voulu pendant longtemps ignorée par ignorance, par aveuglement, par potentiel électoral, par inconscience, mais j'ai l'impression que c'est aussi par intérêt économique. Que ce soit la Turquie, ou le Pakistan, ou l'Arabie Saoudite, et d'autres pays, ils ont été les actifs propagateurs parfois d'une idéologie. Le problème en France, quand l'Arabie Saoudite arrive, on leur donne la Légion d'honneur. La question est que font finalement les musulmans? C'est la question que je pose. Nous étions, il y a 15 jours, avec mon ami Jean Maher, avec le président de l'université, d'El-Azhar, avec le vice-président, nous étions avec l'ambassadeur d'El Tayeb, nous avons posé des vraies questions. La question aujourd'hui, c'est que font les musulmans pour se réapproprier leur religion face au massacre, les décapitations, mutilations perpétrées par l'État islamique. Comment oublier tous ceux qui ont été atrocement, sauvagement décapités, fouettés, inoculés, émasculés, crucifiés, la mise en esclavage des chrétiens, la vente comme butin sexuel des filles yézidis, autant de crimes menés au nom de qui? Notre déni et notre silence relatif en France, en Occident, doit cesser. On doit engager une réforme, y compris une réinterprétation honnête et critique des Écritures. On comprend, et je comprends, le solennel appel constant des responsables religieux en France, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de cheboumisation. On tend toujours le micro au même. Mais je suis content qu'aujourd'hui, Mourad ait pu s'exprimer. Je suis tellement content que des gens comme Moari, comme Zahra se sont exprimés. Je suis tellement content d'entendre un orateur comme Farid. Mais c'est une cheboumisation. Boubacar, lui, préfère les petits fours de l'Élysée que les macroutes de nos banlieues. Ça fait longtemps qu'on leur dise de venir dans nos banlieues. On comprend, je comprends le solennel appel à ce que l'on ne confonde pas tous les musulmans avec l'islamisme. Il serait en effet odieux que je le fasse. Pourquoi? Parce que ma mère est musulmane. Ce n'est pas l'islam, pas d'amalgame. Je réponds, d'accord, mais alors, d'où viennent ces crimes? Des fables de La Fontaine? Aussi longtemps que l'on refuse de regarder la vérité en face, on n'avancera pas. Il faut un réexamen. Mais dès qu'on touche à ça, on est menacé de fitna. En fait, on est bâillonné, muselé. Dès qu'on aborde ces sujets, islamophobie. Donc on ne peut plus rien dire. On me dit que le problème de l'islam et de la radicalisation, c'est pas celui de l'islam. C'est la faute des Américains. Oui. C'est la faute des Juifs. Oui. C'est la faute de l'économie. Oui. C'est la faute de la politique. Oui. Mais nous, c'est jamais de notre faute. D'ailleurs, nous, en arabe, on dit, quand le froid m'a tapé, on dit, c'est le froid qui m'a tapé. Quand on a loupé le train, c'est le train qui est allé sans moi. Arrive un moment, il faut qu'on se regarde. Il faut arriver à fournir une interprétation de l'islam adaptée au contexte français. Et je suis d'accord sur le en et pas le. Je suis d'accord sur le de France et pas sur le en. L'intégration, pour moi, n'est pas un ascenseur automatique,
Et c'est un parcours qui est semé d'obstacles, d'embûches. L'idée que l'on puisse progresser dans la société française de manière passive est absurde. C'est un engagement dans la durée, il faut arrêter de déverser de mensonges pour réussir, pour se prendre en main. Certes, il y a des droits, mais en France, il y a aussi des devoirs. Encore une fois, je peux comprendre que certains soient peut-être bousculés dans mon intervention, comme le furent dans le passé eux-mêmes les chrétiens, par une approche historico-critique qui examinait à nouveau frais les origines du christianisme, mais je pense qu'il faut de l'audace pour interroger son héritage, dont nous sommes dépositaires, parfois même être en rupture avec cet héritage pour l'emporter ailleurs. Pour moi, être fidèle même à l'esprit du Coran, c'est de s'interroger. Le Coran n'est pas une parole figée, mais une parole qui interpelle et qui demande une réponse. Vont-ils enfin parler et agir pour que partout dans l'Oumma puisse désormais être établie et garantie la liberté et l'égalité religieuse, condition fondamentale de la liberté et de l'égalité civique? Sur un plan psychologique, rapidement, la raison du basculement, parfois dans certains pays arabes, elle n'est pas fondamentalement religieuse ou politique. C'est que certains dictateurs arabes savent très bien manipuler psychologiquement certains individus pour dire à l'Occident, mais regardez, vaut mieux que vous traitiez avec nous, parce que si vous avez affaire aux djihadistes, on sait manipuler. Déplacement culturel, on va parler de la psychologie en France, sur le profil psychologique des radicalisés. Un petit mot. On nous les présente comme des victimes, des paumés, des malades mentaux, on nous présente à l'envie ces individus comme en mal d'identité, en rupture avec la société. Ça, c'est la version justificative du sociologue de service. On l'excuse, on déresponsabilise, on invoque des conditions sociales. Mais j'ai envie de vous dire, ces mêmes populations, avec des moyens nettement inférieurs dans le pays d'origine, on ne se comporte pas de la même manière. Le vrai coupable, nous dit-on, c'est la France. Pour être précis, qui ne sait pas bien les accueillir, ces malheureux, qui se trouvent acculés à commettre un délit pour tenter d'exister. Grâce aux médias, on a tout compris. C'est la faute d'Internet. Ils sont dans un état mental déficient. Curieusement, personne en Tunisie, Maroc, Algérie ne parle de déséquilibrés, de malades mentaux. Peut-être que là-bas, on est nul en psychologie. Sur l'économie, on ne peut pas en faire la place. On ne peut pas en faire l'impasse. En France, il y a un plafond de verre. C'est un double plafond de verre. Les premières victimes dans une période de récession, c'est la communauté immigrée. C'est effarant quand je traverse certaines banlieues de voir le taux de chômage par rapport à la moyenne nationale. Il y a certaines banlieues, c'est lamentable. Mais qui sont touchés? Ce sont nos parents. On oublie la première génération, qui est aujourd'hui, socialement, elle est improductive. Mais les enfants deviennent religieusement nécessaires. Et l'islamisme a toujours joué un rôle social dans ces banlieues. Ils ont gangréné les banlieues. La massification du chômage et l'exclusion sont venues brutalement briser ce long processus d'adaptation. Le facteur économique, c'est un facteur très important. La question d'économie maintenant, sur le coût du terrorisme, c'est quand même incroyable. J'étais dernièrement à Bruxelles et on parle de 80 milliards. Le terrorisme coûte entre 60 à 80 milliards. Mais dites-moi, à qui ça profite? Il y a pour moi aussi les puissances occidentales qui ont cette volonté de contrôler leurs ressources pétrolières. Il y a des réserves hydrauliques. Il est évident que dans le conflit, il y a toujours en arrière-fond l'aspect économique. Il y a la volonté de certaines puissances occidentales de contrôler sur l'identité et l'appartenance. La question de l'identité est essentielle. Comment, depuis 40 ans, j'ai construit mon identité? À travers le regard des gens. Et le regard des gens n'est pas toujours un regard positif, et ce regard qui finit par être intégré et intériorisé, et bien, entretient cette ambiguïté. Si bien que j'ai du mal à juger ma propre vie d'une manière impartiale. Et quel qualificatif j'entendais quand j'étais petit, quand je suis arrivé dans les Vosges. Je suis passé de 30 degrés à -20. Et comment m'appelaient les Vosgiens? Ah, le sale arabe qui vient manger le pain des Français. Mais je leur disais, bah, c'est pas de ma faute, moi, s'il est bon votre pain. L'islamisme a su capter cette demande identitaire. Ils y répondent bien évidemment de leur propre vision des choses. Ils récupèrent ces questions identitaires qui sont devenues un enjeu essentiel dans le processus d'intégration. Ils opposent cette nouvelle entité du sacré. Ils délogent littéralement l'individu. Le sentiment d'appartenance, permettez-moi de vous dire cet après-midi, ce n'est pas de nous dire, après 40 ans, d'où est-ce qu'on vient. Il serait peut-être temps qu'ensemble, on construise le nous dont a parlé Farid.
et qu'on regarde finalement où est-ce qu'on peut aller ensemble. Tout ce qui entretiendra l'ambiguïté, le rejet favorisera la frustration, il entretiendra le terreau de l'extrémisme et favorisera la radicalisation. Un point sur la peur. Il y a 15 jours, je suis invité par l'ensemble des responsables du secours catholique à Lourdes. Première fois que j'allais faire mon pèlerinage. Je prends l'avion, je suis dans l'avion tranquillement. Arrivé un moment dans l'avion, j'ai ma vessie hachakoum qui est pleine. Je veux aller me soulager aux toilettes. Je me lève. Fallait voir la tête des gens. Il suffisait que je crie Allah Akbar, ils auraient tous dit gamin, on se bat. Mais la peur Daesh l'entretient. Mais à la peur, moi j'oppose la foi, j'oppose mes convictions. On construit de la part des masses médias, malheureusement en France, une image apocalyptique sur les musulmans. C'est la culture de l'esthétique de l'horreur. C'est la méfiance. Qu'est-ce que ça favorise? Une politique sécuritaire de surveillance. Un jour, on va peut-être me mettre une caméra dans les toilettes, hachakoum. Je terminerai sur les mécanismes de la radicalisation, parce que les caméras, il y en a qui sont gagnants. Les rabatteurs ciblent aujourd'hui toutes les couches de la société. Même semble-t-il, certains mouvements protestants, talibans, évangéliques. Ils s'intéressent à leur univers mental. Ils opèrent là où la culture religieuse n'existe plus, ou peu. Et là, finalement, où on leur a laissé le terrain. Ils ciblent ceux qui ne pratiquent pas, ceux qui sont isolés, et dont l'entourage est éloigné de l'islam, ceux qui favorisent l'embrigadement. C'est le mal-être du jeune qui fait que ce discours se transforme finalement en souffrance, en toute puissance. On lui fait miroiter des rêves, on lui dit Dieu t'a élu pour mieux voir les choses que les autres ne voient pas. Tu as des capacités, on le valorise. Comme lui-même n'a jamais été valorisé par son père. Ça, c'est le début, et ensuite il y a la mise en rupture avec ses parents, sa famille. Où il augmente son sentiment de persécution à travers l'image, les vidéos, le slogan. On le coralise, on le brutalise. Il y a cette vision binaire concrète qui s'imprime entre le chat et le coffre. Il s'ensuit là un réflexe de méfiance dans un environnement paranoïaque. On lui fait étudier toutes sortes de théories complotistes, l'atmosphère anti-musulmane, et à travers, je dirais, ces théories étudiées, calculées, je me dis, mais quand même, depuis quelque temps, ils sont forts, les rabatteurs. J'ai l'impression qu'ils ont fait des études à Hollywood, moi, pour arriver à faire des vidéos comme ils les font. On l'isole, on exerce sur lui une emprise, on le viole. On le viole chaque jour. On le viole mentalement, psychologiquement. Tous ceux qui sont différents deviennent ennemis. Et c'est dur quand ce sont des membres de ta propre famille. Le jeune quitte ce monde réel pour un monde radical, qui lui rappelle sans cesse qu'il lui, il est dans les vrais, le gourou, il régule et planifie, dirige et orchestre ses pensées. Et à ce stade, les prédateurs ont réussi leur endoctrinement. Ça, c'est l'identité refuge. Et là, il adhère au groupe. Il n'y a plus de sensibilité personnelle. Il fait partie de l'élite. Les réseaux sociaux confirment. Il le renforce dans son sentiment d'appartenance à un groupe. C'est plus qu'un groupe. Il y a un tissu de fraternité qui s'étoffe, mais qui est tellement fort. Ils ont 15-25 ans. Tout à l'heure, nous avons entendu un témoignage. Le jeune avait 30 ans. Il y en a d'autres qui ont 35 ans. Ça touche les femmes qui s'engagent, qui portent elles-mêmes aujourd'hui cette radicalité, qui la transmettent. Le rejet, la frustration, le sentiment d'exclusion, l'islamophobie, le sentiment d'être toléré, pas accepté. La quête d'un idéal. Ils ont besoin de se sentir utiles, acceptés, valorisés, aimés, connaissance, reconnaissance. Elle est comblée par Daesh. Mais après Daesh, qu'est-ce qu'il y aura? Je vais juste terminer en vous disant, qu'est-ce qui m'a déradicalisé? Je suis aussi issu d'un quartier. Mais les premières personnes qui sont venues dans mon quartier, c'est des bonnes sœurs catholiques. Les Batman en bleu avec une croix. Et c'est la première fois que je voyais ce type d'individu, de personnes. Et elles avaient toujours le sourire, qu'est-ce qu'elles m'énervaient. Donc je suis allé voir mes grands frères, je leur ai dit, mais c'est qui les Batman en bleu avec la croix? Et un de mes grands frères m'a dit, mais elles vont aller en enfer. Je lui ai dit, mais elles vont y aller avec le sourire. Mais je voudrais vous dire, quand j'ai vu le regard de ces bonnes sœurs catholiques se projeter sur moi, avec de l'amour, c'est ce regard-là qui m'a déradicalisé.
Et nous sommes dans une France. Il faut que notre voisin dégage une odeur nauséabonde pour qu'on se rende compte finalement qu'il est mort. Un monde déshumanisé. On se dit plus bonjour. Il faut revenir à des choses simples.